homme. Bien, vous voilà de retour. Vous n'avez pas assez été diverti? Il vous en faut plus. Vous voulez plus d'informations, n'est-ce pas? Eh bien, préparez-vous à être servi, car vous allez être arrosé par un geyser de lave, juste pour vos petites gueules de merdeux, avides de sordides, de dégueulasses et de... Ça vous dérange si on reprend notre session ou est-ce qu'on l'avait abandonnée? Est-ce que tu sais à qui tu parles? Reparlons de vos pulsions sodomites envers Batman. Ok, je vais chercher celle-là. Une question vous brûle les lèvres? Il connaît la réponse sur le bout des doigts. Bonjour à vous, amis venus des années 80. Je suis ravi de vous retrouver pour ce numéro du Dr Loki spécial nostalgie. En même temps, je suis de 87, alors je vois pas pour qui je me prends. Tu sais, quand je parlais de jouir dans la fistule de Batty, j'étais pas... Je tourne, là. J'aime pas quand on m'embête. Oh, je vois. Oui, bon, le Joker n'était pas vraiment loin quand il parlait de bain de boue. Et puis, d'une certaine façon, ça m'appelle Ben Grimm, pas vous? De toute façon, ça n'a rien à voir. Dans ce numéro, nous allons parler du Mangeur de pierre, de l'histoire sans fin. Je vais bien sûr évidemment parler du film, parce que je n'ai pas lu les bouquins. Oui, le film, l'histoire sans fin. Années 80, ça vous rappelle rien? Pour ceux qui ne connaissent pas le Mangeur de pierre, ou qui ont simplement grandi avec les films pour gosses édulcorés post-Harry Potter, sachez que le Mangeur de pierre est une créature faite de roches, vivant dans le monde de Fantasia, tiré de l'histoire sans fin. Cet être a pour passe-temps de déguster de la pierre. D'où son nom, si vous êtes intelligent. On peut également, hâtivement, après une première rencontre avec ce personnage, en déduire que c'est une créature indolente, pas très fut-fut et pas très vivace. Mais il n'en est rien. Alors les enfants, pour bien cerner le personnage, laissez-moi vous conter ses origines. Tout d'abord, le monde de Fantasia a été créé dans un livre magique et ce monde peut évoluer suivant les aspirations de son lecteur. Mais un monde se crée toujours d'une façon ou d'une autre et il faut poser ses bases. Or, les origines de ce monde sont assez floues puisqu'on ignore qui a créé le livre. À n'en point douter, cher ami, il s'agit là de la magie. Tiens donc, et vous pouvez nous en dire plus? Ah mais bien sûr, ta gueule! Ah, je me disais aussi... Oui, voir quelque chose de magique! Il n'empêche qu'au début, il y avait la page blanche, et dans l'univers de cette page, il y avait un grand vide, puis une galaxie, puis les éléments de base. Tous ces ingrédients serviraient à matérialiser le monde de Fantasia. Ce qui donne vie au Mangeur de pierre, c'est une lave venue du cœur de la terre de Fantasia. À la base, le Mangeur de pierre vient du cœur de la planète, puis il l'a fertilisé. Que voit un artiste dans la pierre? De quoi sculpter, créer, donner vie à son imagination. Il est alors logique que le Mangeur de pierre soit le premier être vivant de Fantasia. Du coup... attendez, regardez. Voici Fantasia à l'origine. Un champ d'astéroïdes représentant des idées, tous agglutinés en vrac et chauffés jusqu'à fusion au centre de la boule par la force des idées qui se stimulent les unes les autres. Plus les idées viennent, plus d'autres astéroïdes d'idées se collent à la boule attirés par sa gravité qui, avec le temps, prend de l'ampleur. Au bout d'un moment, toutes les idées sont colmatées et forment une croûte sans vie. Mais au cœur même de la toute nouvelle planète, un être de lave prend vie. Et c'est par la volonté de création qu'il va s'extirper de cette croûte. Ainsi, il va libérer les vapeurs accumulées par la chaleur de la fusion de la roche, ce qui va former les nuages qui vont pleuvoir jusqu'à donner les premiers océans. Le géant de lave vit que ceci était bon. Alors, afin de parfaire la toile qui laissera rêveur le lecteur de l'histoire sans fin, il décida de fertiliser ce monde en se masturbant, crachant sa lave aux quatre coins de cette nouvelle terre. Ainsi, il avait éjaculé les continents qui, gorgés d'eau, étaient fertiles. Sa mission remplie, il alla se baigner afin de se refroidir et devint le Mangeur de pierre, se nourrissant d'idées primordiales, les frictionnant dans son corps pour maintenir bouillante sa lave intérieure. Mais le bonhomme se faisait grave chier, alors un jour, un lecteur, disons Monsieur Coriander, le libraire bien au courant des choses, qui avait envie de se taper un délire étrange, imagina une compagne pour le Mangeur de pierre pour lui éviter de s'encrouter.
Du coup, de nouvelles météorites d'idées vinrent percuter ce monde et formèrent la première femme de pierre. Parce que dans le premier film, on peut se dire que le gaillard est le seul représentant de son espèce, mais dans le second, on apprend qu'il a un rejeton, puis une compagne dans le troisième. C'est QFD, il a tout ce qu'il faut pour se reproduire. Et il ne faut pas à chaque fois compter sur le Deus Ex Machina pour avoir de nouveaux êtres faits de roche. Faut y mettre un peu du sien, mon gars. Tant que je vous tiens les petits amis, sachez que Lucky Jackal sera présent à la convention CNew qui aura lieu au centre des congrès d'Épinal les 8 et 9 mars. Il y aura... ses copains de Jammu, Ginger Force, In The Panda, le vrac, le fossoyeur de film, le fond de l'affaire Links the Sun ainsi que d'autres vidéastes web. Venez, soyez présents, soyez pas cons. Promis, je vous ferai aucun mal. Bon, ça y est. Dis-moi ma sextape maintenant. Mais c'est justement lors de la rencontre entre les deux créatures que tout se joue. Tout d'abord, le mâle voit la femelle, son instinct lui dit qu'il faut inséminer cette demoiselle. C'est là qu'en lui opère un processus étrange. De la lave se compresse au niveau de son bas-ventre et repousse une énorme roche vers l'extérieur. Voyez comment ressort cette nouvelle excroissance? Maintenant, il doit avec subtilité indiquer à la femelle sa présence et son projet immédiat. Si madame n'est pas intéressée, elle s'en ira, tout simplement, et monsieur n'ira pas chercher son reste. En revanche, si ça lui titille les ovaires, elle ira à la rencontre du fringant jeune homme et va tester sa virilité. C'est ainsi que papa doit prouver à maman qu'il est un vrai dur, et pour cela, il lui assène des coups de bifle. Plus la pierre s'extirpe et plus le mâle s'apprête à entrer en éruption. Plus la bifle est puissante, plus la femelle sait que l'éruption sera envoûtante. Vous vous rappelez dans le Hobbit, les géants de pierre qui se cognaient sur la gueule? Eh bien voilà, parade amoureuse lesbienne. Avant que papa ne jouisse au visage de la future mère, il doit créer une cavité entre les cuisses de sa chair et tendre. À coup de bite, cela va de soi. Une fois en dedans, il expulse sa pierre pénienne comme un obus qui va exploser les méandres bouillonnants de la femelle. Ceci fait, les parents plongent leur pubis dans l'eau pour reboucher tout ça, puis maman attend la fin de la gestation du futur enfant. Lorsqu'une année passe, le bébé s'extirpe de la matrice en lui explosant le jardin secret à coups de boule. Pour les pères érupteurs précoces qui, dans le processus de bifle, ont perdu trop tôt leur roche pénienne, si madame est d'accord, il lui sera toujours possible de ramasser le tout et de le fourrer dans la chatte à ta mère comme un gros sagouin. Bon, après, il n'y a pas de prédisposition, et un mâle peut se reproduire avec un autre mâle. De la lave et du gravier! En revanche, pour ce qui est de la relation entre une femelle et une autre femelle mangeuse de pierre, ce sera un peu plus compliqué, ce n'est pas possible. Je précise afin d'avoir des enfants. Mais voilà, si ces mesdames veulent avoir une descendance, il leur est toujours possible de demander à un bon ami de leur confier un rocher pénien. Après tout, il lui en pousse à chaque fois qu'il a une pensée lubrique, le bougre. Je reconnais que pour nous, petits êtres humains fragiles, cette façon de se reproduire peut nous paraître extrêmement violente. Mais gardez l'esprit ouvert. Et, sait-on jamais, peut-être parmi vous y a-t-il des personnes plutôt orientées vers des pratiques qui font la joie de la fistinière? Qui suis-je pour juger? Voilà, ce numéro est terminé. Je voulais m'excuser pour le temps d'inactivité. Il va y avoir pas mal de changements et certaines choses vont devoir disparaître. Genre, ce bureau, c'est la dernière fois que vous le voyez. Hein. Les mauvaises langues qui n'aiment pas ce papier peint que j'adore, fermez vos gueules, mais bon, pour le coup, vous allez être contents. Oui, et aussi, désolé pour ceux qui auraient bien voulu avoir un nouveau Get the War, mais bon, voilà, pas eu le temps. Et je préparais aussi mon retour vers ma ville natale, Nancy. Donc, amis nancéens, préparez-vous à vous retaper ma tronche. Tiens, bouffe, bouffe. Jamais.